Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine la fin du crash. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil puisque vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, tout s'affiche sur cet écran et pensez bien entendu à activer la clochette afin de recevoir une nouvelle notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent se former, vous avez à votre disposition l'espace membre de formation continue gratuit sur le site lepodcastdelabourse.fr. Pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez également à votre disposition dans l'espace boutique MTT Trading Premium et le petit nouveau accessible à tous, le MTT Découverte. L'offre de lancement se terminera d'ailleurs dans quelques semaines. Je communiquerai là-dessus très bientôt. Je remercie chaleureusement mes partenaires qui me permettent de réaliser la création de tous ces contenus à titre gratuit. On attaque avec un programme évidemment très chargé, une semaine très chargée. D'ailleurs, je m'excuse d'ores et déjà pour l'aspect rudimentaire de la vidéo. Je vous confie tout. Mon PC m'a lâché ce matin. Je suis en train d'enregistrer la vidéo avec le PC de ma femme. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de qualité, de micro, voilà, d'image, etc. Je pourrais évidemment pas faire de montage. Donc, je m'excuse par avance de la qualité. J'aurais pu voilà, laisser tomber, mais voilà, je n'ai pas voulu laisser tomber, j'ai pas voulu vous laisser tomber encore une fois cette semaine, même si on a fait de nombreux lives, etc. Donc j'ai essayé par tous les moyens, j'espère que ça donnera quelque chose d'à peu près convenable et j'espère surtout que vous m'en voudrez pas trop. Alors, le programme sera chargé, il y aura quand même, j'ai pu récupérer le PowerPoint de base grâce à OneDrive d'ailleurs, pas mal OneDrive pour les sauvegardes. Donc on parlera bien sûr du CAC Small, on fera une intro toujours avec la partie écho pour voir un petit peu où on se situe actuellement. Il y aura la question de la semaine, question hyper intéressante, et puis on passera aux actions, le CAC Small, le CAC 40. Il y aura également l'analyse des indices, la plupart des indices, et puis on parlera de Total Energy, Sanofi, LVMH, Airbus, Capgemini, Engie, Publicis, Saint-Gobain, Legrand, L'Oréal, Hermès, Essilor. On reverra Carrefour, GTT, Vinci, Interparfums, Katana, Valeo, Safran, Vallourec, Michelin, Téléperformance, Dassault Systèmes, Wavestone, Amundi, Bolloré, Nexity. On partira aux États-Unis avec Google, Novo Nordisk, Rivian Automotive, Visa, Apple, Adobe. Et également Nvidia, le titre à suivre, oui j'en ai un également qui pourrait éventuellement résister un tout petit peu, à voir, et bien sûr je vous partagerai in fine, si on a le temps, le screener Trend Following. Donc voilà pour le programme de cette vidéo. J'en profite bien sûr, hop, je vais essayer d'activer ma caméra parce que du coup le logiciel ce n'est plus le même, me voici, me voilà. Donc encore une fois voilà, désolé pour l'aspect rudimentaire de cette vidéo. Je vous avoue que là, c'est un très mauvais moment pour moi. Je vais essayer d'évacuer cette frustration-là sur cette histoire d'ordinateur. J'ai toute ma vie dans l'ordinateur. J'espère que je pourrai récupérer tout. Donc je vais essayer d'évacuer ça du mieux que je peux. Après, c'est une semaine quand même très agitée jusqu'au bout. Donc voilà, je vais essayer de garder mon calme et mon objectivité dans cette vidéo. Donc merci dorénavant, et d'ores et déjà, plutôt que dorénavant, merci bien sûr pour vos différents soutiens sur les réseaux cette semaine. On a fait des lives avec Jonathan, David Renan, Valentin Offrand, il y avait également Cryptomatrix, je crois que j'ai à peu près oublié personne, Michael Landreau, bien évidemment, mon coéquipier de toujours. Donc on a fait des lives pour vous accompagner cette semaine avec Ibou également, avec toute l'équipe de Trade Republic également, Olivier Rossi, Vincent Gras, etc. pour essayer de vous accompagner du mieux que l'on pouvait dans cette période extrêmement trouble.
Donc j'ai été agréablement surpris d'ailleurs par vos différents commentaires, par voilà, la bienveillance quand même qui s'est dégagée de ces lives, ça fait plaisir. On se dit qu'au moins on est un tout petit peu utile et donc ça motive pour continuer. Donc merci encore une fois pour vos encouragements. La semaine dernière, la vidéo a battu un record sur la chaîne. Grâce à vous, encore une fois à vos commentaires sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup d'entre vous, alors les plus anciens, mais il y a également des nouveaux. Je vois qui se lancent et qui partagent la vidéo en la citant ou en la partageant auprès de leur réseau. Donc voilà, ça aide beaucoup, ça m'aide beaucoup et surtout, voilà, même dans des journées un peu compliquées comme celle-ci, ça me donne le courage de m'accrocher et de continuer. Alors, et on remerciera madame pour le coup de bien vouloir me prêter son ordinateur. On attaque donc avec le résumé hein, de la semaine, une semaine évidemment historique entre guillemets puisque on a vu hein, énormément de volatilité sur les marchés. La volatilité est revenue sur les marchés avec bien entendu une séance assez incroyable. Notamment c'était la séance, je sais même plus, ouais c'était la séance de mercredi où on a fait quasiment une journée record avec jusqu'à plus 13 quasiment pour cent sur le Nasdaq, mais c'est aussi vrai avec le S&P et le Russell. Donc, une époque assez extraordinaire où on a vu Donald Trump, le président américain, qui a annoncé quasiment eh bien, ce rebond, je parle bien de rebond, aussi monstrueux soit-il. Souvent, voilà, certains me reprochent parfois de vouloir expliquer pas justifier, expliquer potentiellement ce que fait Donald Trump. Et donc certains font parfois l'amalgame entre je cherche à expliquer ce que fait Donald Trump et je le justifie. En aucun cas, je n'ai jamais justifié quoi que ce soit sur les agissements de Donald Trump. Et là, pour le coup, ce type d'événement, c'est-à-dire Donald Trump qui tweet quelques heures avant l'annonce de la suspension des droits de douane, je trouve que c'est absolument catastrophique. Et c'est tout ce que je déteste en Donald Trump. C'est-à-dire que pour moi, c'est de l'abus de pouvoir, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas s'il a profité ou pas, in fine, de ce mouvement-là. À la limite, peu importe, même s'il n'en a pas profité, pour moi, c'est tout ce que je déteste. Car, eh bien, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est qu'en faisant ça, il y a des gens qui se disent, bah, tu vois, finalement, la bourse, c'est truqué. La bourse, c'est de la manipulation. La bourse, c'est du casino. Et donc là, clairement, ça donne pas une très très bonne image des marchés financiers. C'est en ça que j'en veux beaucoup en Donald Trump. Plus que tout le reste, plus que les droits de douane, etc. Ça c'est bon, voilà, ça c'est de la politique, de la géopolitique, de la macroéconomie, peu importe, on s'en fout. Mais ça, par contre, pour moi, c'est totalement inadmissible qu'un président, mais même hein, qu'un responsable, quel qu'il soit, puisse faire ce genre de choses. Et j'espère qu'il sera lourdement sanctionné. Peut-être pas destitué, attention, c'est pas ce que je dis, mais lourdement sanctionné, parce que ça, c'est absolument inadmissible. Donc, on a eu effectivement... on a eu ce tweet, et puis quelques heures après, on a eu effectivement Donald Trump qui a fait volte-face, qui a provoqué l'envolée des bourses, de l'ensemble des bourses, hein, notamment bon, en Asie également. Bon, je vous passe rapidement hein, les messages. Voilà, hein, les marchés financiers se sont redressés de manière spectaculaire. Je n'ai fait que reprendre un court extrait du site MSN. Qui a bien résumé. Hein. Wall Street s'est envolé donc à 7,9% et Dow Jones à plus de 12%. Et pour le Nasdaq, même en séance, on était quasiment à 13%. Donc voilà, soulagé bien sûr par la pause sur les majorations douanières américaines massives qui avaient été annoncées par Donald Trump, même si voilà, on le voit notamment sur les séances d'hier et d'aujourd'hui, eh bien l'effet soulagement est en train petit à petit de se disperser. La Thaïlande a annoncé d'ailleurs ce jeudi elle-même vouloir entamer des négociations commerciales avec Washington. Je rappelle que c'est une suspension hein, de cette application de 90 jours. Donc quid après de qu'est-ce qui potentiellement va se passer.
L'Europe également a suspendu la contre-attaque en attendant d'en savoir davantage et potentiellement de négocier. Donc voilà, le Premier ministre vietnamien a dit qu'il devrait rapidement négocier un accord commercial pour promouvoir des relations économiques et commerciales stables et mutuellement bénéfiques. Évidemment, tout le monde potentiellement est perdant hein, dans cette affaire. Maintenant, voilà, on sait aussi, et il a potentiellement avoué, Donald Trump, qu'il cherchait quelque part à provoquer une récession. Voilà, l'analyse que l'on avait faite les semaines précédentes s'avère être la bonne, c'est-à-dire qu'on a un Donald Trump qui veut rabattre totalement les cartes. La seule problématique, c'est que, comme d'habitude, il le fait avec une extrême violence, et je pense que son retour en arrière, c'est que tout simplement, il ne pensait probablement pas qu'il y aurait des effets aussi négatifs sur l'obligataire, puisque on a les taux qui ont augmenté, hein, alors probablement provoqué, ça c'est à vérifier, hein, probablement provoqué par la vente de la dette américaine par les Chinois, même si la Chine ne pèse pas hyper lourd, malgré tout, il pèse peut-être suffisamment pour pouvoir avoir de l'impact là-dessus. Bon, c'est difficile à dire, hein, là pour le coup, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas les compétences pour aller dans le détail et le vérifier. On aura certainement des analyses un petit peu plus tard. Ce qui est très intéressant en revanche hein, dans ce qui vient de se passer, c'est que nous avons eu une pointe sur le VIX. Donc souvenez-vous, hein, le VIX c'est l'indice de la peur, la volatilité, c'est la capacité, pour faire très simple, des investisseurs à se couvrir, hein, à quel point les investisseurs eh bien, se couvrent. Et donc, voilà, le VIX mesure ça. Et donc, lorsqu'on a des pointes comme ça, généralement, c'est des excès de peur qui sont souvent des bons points d'achat à moyen long terme, pas forcément à court terme d'ailleurs, hein, puisque vous le voyez, hein, lorsqu'on a par exemple 3 séances. C'est le graphique que j'avais posté cette semaine sur les réseaux. On a 3 séances qui clôturent au-dessus des 45 points. Eh bien, nous sommes dans finalement très peu de cas. Nous sommes positifs dans les 2 à 3 semaines. Hein, dans seulement 29% des cas, nous sommes positifs dans les 2 semaines à venir et 43% dans les 3 semaines à venir. Donc voilà, ça c'est sur les 2, 4, 6, 8 derniers cas où c'est arrivé par le passé. Donc on n'a pas un nombre d'occurrences, c'est vrai, qui est absolument dingue, mais bon, on en a quand même 8 depuis 1987. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que probablement on n'a pas vu encore les plus bas et probablement que le marché est dans la capacité de faire encore de nouveaux plus bas. Donc ça c'est pour le côté, l'aspect plutôt négatif de ces statistiques-là. L'aspect positif, en revanche, de ces statistiques, c'est que vous avez 86% de chance sur les 8 dernières occurrences, 86% de chance d'être positif dans un an. Et en plus, ce qui est extrêmement surprenant, donc ça concerne les 8 occurrences, hein, évidemment, qu'on a abordées, hein, 2 fois 1987, une fois 2008, 2 fois 2009, 3 fois 2009, une fois 2020 et une fois 2025. Et ce qui est extrêmement, au-delà du fait qu'on ait 86% de chances de sortir gagnant, c'est que la seule fois où on n'est pas sorti gagnant de cette stat-là, on a fait moins 0,21, donc on peut dire qu'on était flat. Par contre, ce qui est extrêmement surprenant, et moi-même, je vous avoue avoir été surpris par ces statistiques-là, c'est la moyenne de la performance, puisqu'on a une moyenne de plus de 29% sur la performance à un an. Regardez, plus 7, plus 14, donc moins 0,21 ce qu'on disait, plus 35, plus 42, plus 60, plus 43. Donc, en gros, vous avez quasiment, d'après ces 8 occurrences-là, et encore une fois, 8 occurrences, c'est pas assez, etc., etc., et puis, voilà, les choses peuvent évoluer, mais d'après ces occurrences-là, ces statistiques-là nous disent clairement que, en fait, vous avez de grandes chances de sortir positif, au vu des 8 dernières occurrences, vous avez de grandes chances d'être positif sur le S&P 500 si vous achetez en ce moment pour viser une vente dans un an. Et en plus, la moyenne de ce positif-là, de cette performance-là, elle est quand même de 29%. Donc c'est absolument considérable. C'est la raison pour laquelle, et j'y viendrai notamment dans la question de la semaine, il faut avoir différents profils d'investisseurs pour pouvoir éventuellement profiter de ces replis.
Ok, donc voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne l'indice de la peur. On fait un petit point rapide sur les indices. Les indices, alors vous allez vous en apercevoir, ils ont été très techniques, mais pas que les indices. Vous allez être très étonné d'ailleurs, j'ai lu un certain nombre de bêtises, bon, on en lit beaucoup, comme quoi l'analyse technique, la chute qu'il y avait eu prouvait que l'analyse technique ne servait à rien, tout comme l'analyse fondamentale ne sert à rien, du coup, puisque ce qui était vrai fondamentalement il y a un mois, ça a disparu ou pas, alors du coup. Bref, on lit beaucoup d'âneries, et vous allez vous apercevoir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de zones qu'on avait définies la semaine dernière et les semaines précédentes qui ont été touchées et qui ont généré des rebonds. Après, est-ce que ces rebonds vont tenir? Ça, c'est autre chose, on essaiera d'y répondre. Ou du moins de donner des orientations ou de donner comment dire, des points d'attention pour la suite, pour essayer de comprendre comment ça va se passer. Mais en tout cas, en ce qui concerne les indices, on l'a vu, le DAX, il n'a pas rebondi nulle part. C'est-à-dire que le DAX, pour moi, il était dans un canal haussier. Ce canal haussier, on a cassé par le haut et on est venu faire le pullback. Voilà. Est-ce que ce pullback va tenir ou pas? Ça, les amis, je ne suis pas voyant, je n'en sais strictement rien. Le S&P 500, il a tout fait, sauf n'importe quoi techniquement. Il est venu parfaitement rebondir sur le bas de canal qui correspond au plus haut ici de 2021. Alors, certains me disent, oui, mais ça n'a rien à voir avec l'analyse, c'est parce que Trump, etc. Oui, mais à chaque fois qu'il y a un événement, ça rebondit quelque part, et ce quelque part est souvent une zone technique très importante. Pourquoi? Parce que c'est souvent des zones où les indices, où l'actif est extrêmement survendu. Ça provoque également psychologiquement pour moi quelque chose également sur les acteurs politiques et géopolitiques. Et souvent, tout ça pour moi, voilà, n'oubliez pas que ce ne sont pas les graphiques qui commandent la psychologie des gens, c'est la psychologie des gens qui commande les graphiques. Et pour moi, la psychologie des gens, les graphiques ne sont que le reflet et quelque part le dessin, l'illustration plus exactement, de la psychologie des gens. Des foules, mais également même la psychologie de gens de pouvoir qui influent directement sur les marchés, en l'occurrence ici Donald Trump. Donc voilà, tout ceci pour moi est tout sauf du hasard. De toute façon, j'ai du mal à croire au hasard. Et voilà, après, attention, je ne dis absolument pas, vous le savez, et je ne le dirai jamais, que l'analyse technique est capable de prédire l'avenir. Elle ne l'est pas, j'en fais depuis mon plus jeune âge. Je peux vous dire que des graphiques, j'en ai mangé beaucoup, nuit et jour, et des nuits blanches, j'en ai passé beaucoup, et des nombreuses. Et je n'ai jamais trouvé, malheureusement, la martingale qui permet effectivement, de savoir quel mouvement va arriver pour la suite. En revanche, l'analyse technique nous permet de déterminer des zones avec des probabilités supérieures où les acteurs vont intervenir. Voilà, c'est tout. C'est ça, hein, et nous déterminer surtout des ratios gain-risque. C'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup, il y en a très très peu, mais il y a encore des gens qui ont visiblement parfois des difficultés à comprendre que l'analyse technique, c'est pas juste dire ça va monter ou ça va baisser. C'est stupide de raisonner comme ça. L'analyse technique, c'est juste de dire, ok, si vous avez une chance sur deux que ça monte et que ça baisse, est-ce que si ça monte, j'ai plus de chances de gagner beaucoup que si ça baisse. C'est ça qui compte, c'est le ratio gain sur risque. C'est-à-dire, je vais miser, c'est-à-dire que si vous jouez à pile ou face, et que vous jouez avec moi à pile ou face, par exemple, donc une chance sur deux, pour faire simple, et que si, lorsque on va lancer la pièce 10 fois, mais si ça tombe sur pile, je gagne 3 euros, et si ça tombe sur face, tu gagnes 1 euro, eh bien, croyez-moi que même si vous avez une chance sur deux de gagner ou de perdre, vous n'allez pas jouer avec moi. Et c'est tout à fait normal. Donc, là encore, à la limite, la probabilité de gagner ou de perdre n'est pas si importante. Ce qui est très important en revanche, c'est de savoir quel est le ratio gain sur risque, quel est le risque que je vais prendre versus le gain que je peux gagner ou que je peux perdre d'ailleurs. D'ailleurs, c'est souvent le comparatif entre ce que je peux perdre et ce que je peux gagner, in fine, qui est extrêmement important et déterminant. Bon, le Nasdaq, lui aussi, il a effectivement rebondi aussi sur une belle zone, les plus hauts de 2021. Donc lui aussi, vous voyez, c'est pas non plus par hasard, il n'a pas rebondi n'importe où. Voilà, on a un marteau géant. Alors c'est un graphique d'hier, hein, donc évidemment, c'est tellement volatile en ce moment que le graphique d'hier, même le graphique d'il y a 2 heures, j'aurais pu publier le graphique d'il y a 2 heures, il peut changer. Donc bon, voilà, vous avez compris de toute manière l'idée, c'est pas si important que ça. Ce qui est important quand même de noter,
dans les tenants et les aboutissants, c'est que malgré la correction, nous ne sommes revenus entre guillemets, à la moyenne de valorisation des grandes entreprises du S&P 500 depuis 5 ans. Ni plus, ni moins. Donc c'est une opportunité pour certaines entreprises, on le verra dans cette vidéo. Il y a pour moi de nombreuses premières zones qui ont été touchées. Donc en effet, pour moi, il y avait des choses à payer, voilà, mais ne pas omettre que ce marché, pour moi hein, a la capacité encore d'aller plus bas. Certes, Donald Trump est revenu en arrière, certes, les marchés ont été rassurés, soufflent un petit peu, mais il existe quand même quelque chose d'important qui a été cassé, c'est la confiance. Donc, premièrement, bien, cette histoire de droit de douane n'est pas terminée. Deuxièmement, la confiance, est-ce qu'elle n'a pas été largement égratignée ? Voilà, donc attention, les opérateurs, là aussi, ils ont eu peur, et quand on a peur, alors on dit que quand on a un accident de parachute et qu'on s'en sort, il vaut mieux sauter très rapidement, mais là, je ne suis pas certain que tous les investisseurs ont envie de sauter tout de suite très rapidement. En tout cas, les investisseurs court terme, on va dire. Hein. Donc voilà, on en parle beaucoup de tous ces sujets, bien sûr, à la table des investisseurs. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui en ont profité, j'ai vu, pour attaquer le fameux portefeuille Lobeta, qui doit être à proximité de zéro désormais, en termes de performance depuis novembre. C'est clairement ce qu'on nous attendions sur la performance, surtout sur le drawdown, puisqu'on a un drawdown par rapport au S&P 500 qui a été divisé par 3. Donc on est très très content. Je rappelle que ce portefeuille, bien sûr, est accessible. On fait le suivi tous les mois et il est gratuit. Vous pouvez le répliquer sur des ETF qui sont tous disponibles sur Trade Republic. Vous le recevez direct, si vous n'êtes pas inscrit encore à la newsletter, vous le recevez directement lorsque vous vous inscrivez. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Donc vous bénéficiez bien sûr avec cette table uniquement pas du portefeuille Fortress, mais au-delà de ça, de l'actualité économique, de stratégie, de conseils en gestion privée, d'opportunités du secteur de l'immobilier. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec Green Living, super vidéo, hyper intéressante sur, sur le marché immobilier actuel. Il faudra que je la publie dès que possible. Bien sûr, des outils pour real-time et de la lettre mensuelle aux investisseurs qui était écrite, bien sûr, par tous les professionnels de l'investissement. La question de la semaine, alors c'est une question super, vraiment super intéressante. Elle est en deux morceaux, deux parties. Donc bon, j'ai une question suite à cette journée. Donc je crois qu'il me l'a envoyé lundi ou mardi, je sais plus. Adrien. D'autres débutants comme moi, je suis investisseur plutôt débutant. J'ai commencé en octobre dernier. En fait, sur les plus hauts des marchés américains notamment, je veux faire plutôt du long terme, à minima du swing, c'est-à-dire suivre des grandes tendances. Et dans la journée d'aujourd'hui, le 17 avril, je me sentais un peu perdu. Tu n'es pas le seul, Adrien, très certainement. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de live avec des titres qui partent dans tous les sens. Donc je me demandais s'il ne fallait pas laisser des journées comme ça aux traders, le temps qu'ils s'amusent, et attendre des journées beaucoup moins volatiles pour entrer, quitte à lâcher quelques éventuels pourcentages de bénéfices. Si tu as quelques conseils sur le comportement, la psychologie à avoir pour des jours comme ça, pour des gens de mon profil, je pense que ça pourrait en aider plusieurs. Sinon, c'est pas grave, le temps permettra d'apprendre à gérer ça de toute façon. Encore merci pour ce que tu fais, ça aide beaucoup. Bonne soirée, Adrien. Bon, déjà, Adrien, merci beaucoup pour ton message, parce que au-delà du fond, il est rempli de bienveillance et rempli de gentillesse. Donc déjà, merci pour m'adresser autant de politesse. C'est un message extrêmement important, primordial. La vidéo va durer probablement plus d'1 heure. Si vous avez une chose à retenir dans cette vidéo, c'est celle-ci. C'est ce que je veux vous expliquer là, parce que si vous voulez, au-delà de la technique, au-delà de la capacité à détecter les titres importants, au-delà de la capacité à faire des analyses techniques de qualité, etc., il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça, que vous devez absolument, je mesure mes mots et je pèse mes mots, que vous devez absolument avoir conscience dès aujourd'hui, pour celles et ceux
qui ne l'ont pas encore fait. Je pèse encore une fois mes mots. La question, c'est celle-ci. Quels sont vos profils d'investissement? Ça, c'est le plus important et je vais détailler cette question et je vais prendre le temps de le détailler. Pour faire très simple, vous avez 3 types de profils sur les marchés financiers. Et encore une fois, vous pouvez être un des 3, 2 des 3 ou les 3. Vous avez le profil intraday. Et on ira voir dans le détail ce que c'est et ce qu'il faut faire. Vous avez le profil swing trading, c'est-à-dire voilà, le stratège qui va prendre des positions, par exemple, pour quelques jours. Et enfin, vous avez l'investisseur, ce qu'on appelle l'investisseur de long terme. D'accord ? Donc, je décompose tout ça. L'intraday, c'est quelqu'un qui va, pour faire très simple, acheter le matin et revendre le soir, ou l'après-midi, qu'importe. Mais en tout cas, il va se débarrasser de ses positions avant la clôture des marchés. Pourquoi il va faire ça? Parce qu'il va éviter les gaps d'ouverture. On l'a vu cette semaine, notamment, vous avez dans des marchés très volatiles, vous avez beaucoup de gaps qui s'opèrent. Nous, en plus, sur les marchés européens, on est très impactés, pour une raison extrêmement simple, c'est que nos marchés clôturent heure française à 17h30, 35 très exactement, avec les derniers ordres, les 5 dernières minutes. Mais les marchés américains, eux, clôturent à 22h30. Ça veut dire que vous avez 22h pile, pardon, je dis 22h30, 22h pile. Ça veut dire que vous avez 4h30 de cotation américaine entre la fermeture du marché français, européen, et la fermeture du marché américain. Et donc, très régulièrement, quand vous avez des séances très volatiles, le lendemain, vous avez à l'open des marchés européens et marchés français, pour parler pour nous, vous avez un rattrapage qui s'opère. Rattrapage à la hausse ou rattrapage à la baisse. La problématique, c'est que si c'est un rattrapage à la baisse, vous pouvez mettre des stops de protection que vous voulez, vous prenez un gap et votre stop de protection, il n'opère plus et vous êtes déclenché à l'ouverture au marché, au prix du marché, à l'ouverture des marchés. Donc si vous avez par exemple, je dis une bêtise, vous prenez une action à 100 € dans la journée ou dans l'après-midi, l'action monte à 102, vous mettez le stop à 100 en vous disant je garde la position et on verra demain matin, et le lendemain l'action ouvre à 95, vous êtes déclenché, votre stop de protection est déclenché à 95, donc vous êtes en perte. Donc voilà, l'intradéiste, si je peux le qualifier ainsi, évite cela. Et donc, en revanche, l'intradéiste, entre guillemets, va profiter, lui, beaucoup de ces marchés volatiles. Parce qu'il va trader des excès baissiers, même en contre-tendance, parce que, je prends un exemple, par exemple, moi j'ai tradé beaucoup cette semaine Stellantis, qui est très baissière, hein, mais j'ai tradé en intraday. Et on avait des amplitudes, je crois que c'était le mardi, Stellantis, elle a ouvert à -5, et à un moment donné, elle est montée à +2 en 2 heures. Donc, mouvement de dingue. ST Micro, je crois que c'est la même chose, elle a pris, entre le plus bas et le plus haut, elle a pris 10% dans la journée. Absolument délirant, sur des grosses capitalisations comme ça. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant, en revanche, pour des investisseurs, comment dirais-je, encore une fois, pour des intradéistes, parce que effectivement, vous avez de la volatilité et de la volatilité sur des grosses capitalisations. Là où normalement vous avez cette volatilité-là plutôt sur des capitalisations, si vous voulez, en général plutôt des small caps, quoi. Donc voilà, grosso modo pour ça. Donc on profite, voilà, ce qu'on disait des excès, notamment des rebonds techniques. Donc ça c'est pour l'intraday. Maintenant on passe au second profil, le profil swing trading, voilà. Donc là on garde, l'idée c'est de garder la position sur plusieurs jours, idéalement même sur plusieurs semaines quand ça tient, si je puis dire. Donc là pour le coup, un profil différent, on va chercher les plus belles configurations. Qu'est-ce que ça veut dire des belles configurations? Ça veut dire qu'on va chercher, vous le savez, des réductions, j'ai oublié le S, des réductions de volatilité, j'en ai mis un de trop. Donc on va chercher des réductions de volatilité, on va profiter du momentum favorable des marchés. Donc en général, on va prendre des actions qui sont bien orientées, potentiellement au-dessus des moyennes mobiles, la 7, la 20, ce que vous voulez. Et également, on va essayer de mettre ça en parallèle avec des indices directeurs,
Si par exemple on est sur des titres français, on va prendre le CAC ou le CAC Small. Si on est sur des titres américains, on va prendre le S&P 500 ou le Nasdaq, mais en général, on va prendre des actions qui sont bien orientées avec des indices directeurs qui eux-mêmes sont bien orientés. Donc on profite, c'est ça, profiter finalement du momentum. D'accord. Et enfin, il y a le troisième profil, qui est le profil, bien entendu, vous l'avez compris, investisseur long terme. Donc là, on veut idéalement les plus belles entreprises, on va chercher des belles entreprises américaines, des belles entreprises européennes, des belles entreprises françaises. On va chercher des Visa, des Mastercard, des Google, des Amazon, des L'Oréal pour citer la France, des Air Liquide, ce que vous voulez. Je ne fais pas de jugement de valeur, mais vous avez compris l'idée. On va chercher les plus belles actions fondamentalement parlant. On va chercher les plus belles actions fondamentalement parlant, mais bien entendu, encore une fois, on va être exigeant. C'est-à-dire qu'on va les rechercher au meilleur. On veut les meilleurs prix. On va les rechercher au meilleur prix sur les meilleures zones. Et ces zones-là, c'est ce qu'on fait au travers des différentes vidéos. On va accumuler sur des zones qui nous paraissent à la fois fondamentalement intéressantes car sous-valorisation potentielle, ou en tout cas une valorisation bien plus intéressante que sur des plus hauts, mais également donc des zones techniques intéressantes avec des zones où habituellement ou par le passé on a vu que les investisseurs se précipitaient sur ces zones d'accumulation là. Ok, et donc c'est très important, c'est que l'on va préparer. Et là, vraiment, là, c'est tout le secret, si vous voulez, de l'investisseur long terme, c'est qu'il va préparer, il va pré-mâcher son portefeuille en amont, des semaines, voire des mois en avance. C'est-à-dire qu'en avance, vous allez déterminer toutes les entreprises que vous souhaitez avoir sur votre portefeuille. Vous allez déterminer tous les secteurs que vous souhaitez avoir sur votre portefeuille. Vous allez déterminer toutes les positions que vous souhaitez avoir par portefeuille, les tailles de position que vous souhaitez avoir portefeuille et toute la pondération. Et vous allez bien évidemment également déterminer, et c'est le plus important, toutes les zones dans lesquelles vous allez accumuler et quoi et comment vous allez accumuler avec potentiellement des alertes, etc. etc. Et le portefeuille long terme, bien entendu, c'est le plus important pour moi et ça répond potentiellement, tout ça répond à la question d'Adrien, pour moi. Le long-termisme, il ne se pose strictement aucune question puisqu'il a tout préparé en amont. L'action, le titre qu'il veut acheter arrive dans sa zone, il regarde la pondération qu'il avait prévu de mettre, il paye, point à la ligne, et il passe à autre chose. Il n'a pas, pour moi, l'investisseur long terme, il n'a pas à considérer le bruit de marché, il n'a pas à considérer tout ce qu'on lui dit, il n'a pas à considérer les réseaux sociaux, il n'a même pas à considérer la macroéconomie éventuellement. Pour moi, le problème, je vous donne un parallèle très simple, extrêmement simple, que vous avez tous entendu pendant le Covid notamment, même si vous n'étiez pas forcément en bourse pendant le Covid, que vous découvrez la bourse depuis peu, au Covid, souvenez-vous, le pétrole, le WTI, le pétrole importé, exporté, transporté, est passé négatif. Ça veut dire que le pétrole, on vous payait pour pouvoir le stocker chez vous. C'est ça. Factuellement, c'était pas ça, bien évidemment. Physiquement, c'était pas ça. Mais dans l'esprit, c'était ça. Pourquoi ? Parce que tout le monde disait, le pétrole, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé, on n'en aura plus jamais besoin. Tout le monde parlait de dire, ça va être, on va profiter du Covid pour faire la grande transition, etc. Total, l'énergie était descendue, je sais plus, sous les 30 euros ou 25 euros, je sais plus. Enfin, bon, bref, peu importe. Plus personne ne voulait de pétrole. Rappelez-vous, à la station essence, vous payez votre plein à 90 centimes le litre. Donc, l'investisseur, lui, qui voulait acheter du Total Energy, il ne s'est pas trop posé de questions. Il a vu que les zones étaient touchées, on était même allé en dessous pour le coup. Il a payé, il n'a pas à chercher à se dire, etc., etc. C'est la diversification qui fait que si, éventuellement, sur 100 actions qu'il va choisir, je dis une bêtise, dans son portefeuille, l'investisseur long terme, c'est que sur les 100 choix qu'il va faire, il y en a 30 qui vont s'avérer mauvais sur le long terme, mais il sait qu'il y en a 70 qui vont s'avérer bons, voire très bons, et c'est eux qui vont faire toute la performance des 5 à 8 prochaines années. Donc pour moi, ça c'est extrêmement important de bien comprendre tous les différents profils. Voilà, ça serait bien que j'avance pour le coup. Donc, en résumé, encore une fois, vous avez 3 profils, intraday,
swing trading et long terme. Et la réponse, est-ce que dans ce marché, quels sont dans ce marché les profils qu'il faut être? Est-ce qu'il faut être intraday pour ceux qui le peuvent, hein, ceux qui peuvent trader, etc. La réponse c'est oui. Est-ce qu'on a un marché qui est intéressant actuellement pour faire de l'intraday? La réponse c'est oui. Volatilité, excès baissier, etc. Donc la réponse c'est oui, même un grand oui, pour celles et ceux qui le peuvent. Est-ce que c'est un marché actuellement pour faire du swing trading avec du bon momentum, avec de l'accompagnement sur les indices, avec des réductions de volatilité, des belles configurations techniques, etc., avec des ratios gain-risque très élevés, des stops très courts? La réponse c'est non. Ne faites pas de swing là-dedans. Vous allez vous faire découper. Nous, sur MTT, ça fait 10 jours qu'on n'a fait aucun swing. On avait un swing, c'était NJ, c'était le seul. On n'a fait aucun swing. Par contre, le profil long terme, oui, oui et re-oui. Et nous, toutes les vidéos qu'on fait sur MTT là, depuis 15 jours, et ce week-end, on va en faire encore 2, c'est uniquement pour faire les analyses long terme. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va faire également que des analyses long-termistes, avec des graphiques en hebdo, voire même en mensuel, pour vous proposer des zones, etc. Alors encore une fois, proposer des zones, c'est pas un conseil. Moi, je suis pas là en train de vous dire achetez du Air Liquide à tel prix. Je suis là pour vous dire si Air Liquide vous intéresse et que vous avez des zones, vous, et que vous voulez voir quelles sont les miennes pour pouvoir comparer et potentiellement ou vous améliorer ou affirmer ou infirmer vos zones, ben, vous pouvez regarder la vidéo, c'est tout, pas du conseil. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu fais du conseil. Alors déjà, premièrement, je m'en vante pas, mais pour le coup, je pense avoir quelques comment dirais-je, capacités à faire du conseil, hein, parce que j'ai quand même quelques. Je vous rappelle que jusque-là, je suis également conseiller financier. J'ai toutes des accréditations de conseiller financier dans les banques, donc voilà, mais je le fais pas. Parce que c'est pas pour moi ma volonté et donc pour moi voilà, il faut rester raisonnable et de toute façon les décisions in fine c'est vous et uniquement vous qui les faites et moi mon devoir c'est de vous donner en fait un devoir de responsabilité. Donc quand on me propose des zones, c'est pas du conseil du tout, c'est juste de vous dire voilà comment moi j'analyse, c'est pédagogique, voilà comment moi j'analyse. Faites vous votre propre analyse et comparez. C'est ça qui est intéressant finalement dans les vidéos. Le reste, on s'en fiche un peu. Bon, petit bonus, bien sûr, le DCA. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, bon, j'ai reçu des vagues bien sûr de messages hein, cette semaine, mais beaucoup de gens disent qu'est-ce que je dois faire avec mon DCA. Est-ce que je dois poursuivre mon DCA, etc., etc. Bon, pour moi, la réponse est simple, c'est oui, oui et oui, encore une fois. Hein, le DCA, vous devez absolument rien changer à votre DCA. Par contre, si vous avez peur de votre DCA actuel, c'est peut-être que la pondération, votre pondération, elle n'est pas bonne. Peut-être que la taille de vos positions sur le DCA n'est pas bonne également. Donc là aussi, peut-être que votre DCA, peut-être si vous faites un DCA uniquement sur un ETF World, peut-être que la diversification pas très bonne, et peut-être que là, il vous faut plus vous orienter, encore une fois, aller voir sur le portefeuille Forteresse qu'on propose pour pouvoir être encore mieux potentiellement diversifié. Ok, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Eh bien, je crois qu'on en a terminé hein, avec comment dirais-je, avec le PowerPoint. On passe donc bien sûr à l'analyse désormais du CAC. Hein, et du CAC Small. Alors, le CAC, bon, on en est là. Je vais vous le mettre d'abord en hebdo, peut-être. Voilà. CAC, on en est là. Alors, pour moi, hein, le scénario sur le CAC et les indices de manière générale, c'est qu'on s'oriente sur quelque chose que vous connaissez mon scénario depuis bien des mois. Je vous ai dit, je pense que on va attaquer des marchés sur les indices qui vont être des constructions de figures très larges, des ranges, des gros biseaux, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, on est revenu, donc là, voilà, la zone, tout le monde en a parlé de cette zone, c'était la zone des 6008, hein. C'est pas n'importe quelle zone, c'était les plus hauts ici de 2022, les plus hauts ici de, encore une fois, 2022, les plus bas ici de 2023, les plus bas aussi d'octobre. On est revenu sur cette zone. Voilà. Maintenant, quelle est la suite? Ben, pour moi, on est passé d'une tendance haussière à une tendance neutre de long terme. Voilà. Petit point inquiétant, en effet, nous sommes dans un canal haussier et nous avons quelque part cassé ce biseau par le bas. Ce biseau ascendant par le bas, donc
effectivement, on va dire qu'à minima, on a cassé la tendance haussière. Pour moi, hein, à minima, on a cassé la tendance haussière. On est venu d'ailleurs faire un pullback hier ici, donc sur cette tendance haussière. Tant qu'on tient les 6008, pour moi, on passe pas un marché baissier de moyen terme. Voilà. Pour moi, on passe tout simplement d'un marché haussier à un marché potentiellement en range. En revanche, si en effet on casse, là, vous avez un gros retournement de marché. Et là, on ira chercher, pour moi, la première grosse zone qui sera les 5006 à 5008. Voilà. Maintenant, on peut également très bien rebondir et on peut également éventuellement construire un rebond et éventuellement même aller retourner au 8002. Hein. Tout est possible. Donc voilà, par contre, ce qui est effectivement intéressant, c'est d'observer toujours pareil les moyennes mobiles courtes. Ce qui est très intéressant à regarder, c'est qu'à ce stade, on est sous la moyenne mobile à 10 mois. Donc ça, c'est plutôt négatif. On est également sous la moyenne mobile à 10 semaines. Donc ça, c'est évidemment négatif, même si on voit qu'il y a un excès, etc. Et on est également sous la moyenne mobile à 10 jours. Et on a vu d'ailleurs qu'on a fait un petit pullback dessus. Voilà. Donc on tente, pour le moment, on tente de contenir tout ça. Moi, je pense là que en fait, on est en train de construire une figure. Je pense que la semaine prochaine et les prochains jours, on va tout simplement construire là-dedans. Voilà. Donc ça peut durer pas mal de temps, sauf annonce majeure, etc. Bien sûr, avec Donald Trump, là. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de volatilité et qu'on risque très certainement d'avoir une pause dans la baisse. Potentiellement, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez une grosse baisse et derrière, vous avez la pause. Voilà. Donc, je pense qu'on peut avoir quelque chose qui ressemblerait à ça la semaine prochaine. Donc, vous l'avez vu, aujourd'hui, voilà, on a ouvert vert, on est descendu à 7000, on est en train de rebondir au moment où j'enregistre cette vidéo. Hein, il est midi et demi au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, voilà. Pour moi, là, encore une fois, le swing trader, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut, encore une fois, patienter. Sur le CAC Small, alors évidemment, on a tout cassé, on tient encore, pour moi, les derniers supports horizontaux, hein, c'est-à-dire que, voilà, vous vous souvenez de cette construction, on avait cassé par le haut, on avait dit, cette construction-là, elle est top, il va falloir la casser par le haut pour pouvoir relancer et aller chercher le gap de la dissolution. Évidemment, les small n'y ont pas échappé, on a cassé par le bas et on est revenu tester quasiment les plus bas d'octobre 2023. Bon. On fait un rebond en mall pullback, et pour le moment, ce n'est que du pullback. À partir de quel moment on pourra espérer mieux? À partir du moment où on repassera cette zone-là, c'est-à-dire on repassera au-dessus des 11100 sur le CAC Small. Donc là aussi, on va dire que tant qu'on reste dans ce range-là, bon, ça va. Mais voilà, pour le moment, ce sont des robots techniques. Et là aussi, d'après moi, on va être sur quelque chose qui va beaucoup construire ces prochaines séances sur le CAC Small. Donc il n'y a pas grand-chose éventuellement à faire. Quelle sera la très grosse zone d'opportunité long terme? Si jamais vous en voulez une. Moi, la très grosse zone, elle est là. Donc si on refait un nouveau plus bas, donc si le CAC Small pète les 9004, moi, il y a une zone que j'attends depuis des années maintenant. Pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez. Pour de l'investissement très long terme, elle est là. Donc on verra à quel endroit, est-ce que c'est les 8005, les 9000, j'en sais rien, mais elle est là. Ça correspond à un support oblique qui traverse les plus bas de février 2009 et les plus bas de mars 2020. Ok, donc voilà un petit peu pour le CAC et le CAC Small. On passe aux actions. Et on commence avec Total Energy. Total Energy, donc on va prendre beaucoup de graphiques long terme. Hein. Voilà, graphique, allez, on va prendre en hebdo pour Total Energy. Bon, Total Energy, c'est pas très beau.
C'est pas très beau. En journalier, alors je vous avais dit la semaine dernière, revenir ici, mais moi ce qui m'intéresse c'est plus la zone là. Donc la zone des 45, quoi, grosso modo, en première zone. Donc on l'a pas touché pour le moment, on rebondit. Mais c'est timide. C'est timide. Et bon, clairement, on a cassé la dynamique, hein. Là, il n'y a plus besoin de, voilà, y a plus besoin de laisser ça. Voilà. On en est là. Franchement, je sais pas si c'est une opportunité majeure. J'en sais rien. Mais je serai quand même plutôt patient. En fait, je vais vous dire ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est ça. Ce qui me gêne, on le voit en mensuel, ouais. Ce qui me gêne, c'est ça. Je l'avais, vous voyez, cette figure-là, cette structure de retournement qu'on avait eue ici en 2007-2008, ressemble, je l'avais montré hein, sur les réseaux, ressemble beaucoup à celle-là. Donc, ce qui me gêne en fait sur Total Energy, c'est que je me demande si véritablement, d'ailleurs on le voit, hein, si on n'a pas le dessin ici d'une épaule tête-épaule. Voilà. Avec la première épaule ici, la tête et potentiellement l'épaule. Voilà, bon. Donc si c'est ça, et là pour le moment c'est la cassure, donc on verra hein, si on arrive à sauver ça et réintégrer les 51. Donc là, dans ce cas-là, ce sera pas mal. Et si c'est pas le cas, on a des objectifs baissiers supérieurs. Puisque si c'est pas le cas, si vraiment on valide cette épaule tête épaule, vous avez deux objectifs. Alors le second est rarement rallié quand même, hein. Mais vous avez quand même deux objectifs. Vous en avez un qui est ici et un qui est là. Donc ça veut dire revenir ici minimum, voilà, une baisse de 17% supplémentaire vers les 40, ou potentiellement ici de 35% supplémentaire. Donc ça paraît surprenant, parce que Total Energy c'est très solide, mais voilà, le deuxième, j'ai des gros doutes, mais le premier ça peut. Hein. Mais le premier ça peut. Donc voilà pour Total Energy. Pour moi, il faut observer Total Energy. Hein. Ça va quand même nous donner le là pour la suite. Sanofi. Alors Sanofi, on est revenu sur la fin. Ça fait longtemps hein, qu'on la regarde, Sanofi. Donc là aussi, l'analyse technique, regardez un petit peu où on s'est arrêté. Vous allez le voir en hebdo. Voilà, ça fait longtemps qu'on parle de cette zone. Rappelez-vous sur les plus hauts, je vous disais attention. C'est plus des zones où investir. On investit potentiellement, si on est intéressé par Sanofi, on investit potentiellement sur la zone ici. Et donc, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, typiquement, ici, effectivement, ça peut être une zone intéressante. Donc, si vous êtes intéressé par Sanofi, cette zone-là. Et après, pour les traders, il faut attendre une construction qu'on n'a pas encore. Véritablement, là on a des rebonds techniques. Donc en revanche, les traders, si la semaine prochaine on commence à avoir la construction, on tente pour aller un petit peu plus loin. LVMH, la zone a été touchée. La première zone a été touchée, celle qu'on attendait depuis bien longtemps déjà, vous le savez. Voilà, je vous la mets en hebdo. Voilà, elle est là. On l'avait tracée là, regardez. Là aussi, quand on me dit l'analyse technique, blablabla, blablabla, regardez un petit peu la puissance. Ça a été tracé, ça fait des mois qu'elle est tracée, pour ceux qui suivent la chaîne. En plus, LVMH, pas dire qu'on l'a fait souvent, mais on l'a fait tout le temps. Donc, pour le coup, il y a zéro surprise. Voilà. Donc, le rebond, ouais, il s'est fait sur LVMH. Donc, la zone, on a rebondi de 13% jusqu'à 13% sur LVMH. La zone, elle a bel et bien été payée par les acheteurs. Maintenant, est-ce qu'ils seront suffisamment nombreux pour tenir? Ça, c'est totalement autre chose. Maintenant, moi, je le redis, pour moi, donc la zone des 500, hein, c'est 490, 500, c'était une très belle première zone pour payer à long terme. Maintenant, voilà, quid de la suite? Il est clair que, vu l'état du luxe en ce moment, si on casse tout ça, derrière, vous aurez une nouvelle jambe baissière. Et là, voilà, on ira chercher, je vous les tracerai plus tard, hein, il faudrait que je regarde exactement les volumes, etc. Mais grosso modo, je pense que ça devrait être cette zone-là, 250, 260. Ok? Mais en tout cas, voilà, la zone, vous allez le voir, comme beaucoup de valeurs, la zone, pour le moment, a été identifiée par les investisseurs. Airbus, c'est la même chose. Regardez ce qu'on disait. Regardez, prenez les vidéos précédentes et je n'ai rien, vous savez, je ne change rien. Je vous disais, voilà, nous, on sera intéressé sur l'oblique. Bon, je ne pensais pas que ce serait si violent, quoique aussi j'avais dessiné là. Regardez où on a fait le point bas. Et regardez derrière le rebond qu'on a généré.
On a rebondi de 18%. Donc voilà. Donc pour moi, on n'a pas rebondi. L'analyse technique a été d'une précision assez hallucinante. Clairement, assez hallucinante sur la plupart des mouvements. Pas tous, mais sur la plupart des mouvements. Donc maintenant, là aussi, ce qu'on va regarder, c'est voilà, la capacité de bien construire là-dedans et éventuellement de relancer. Capgemini, souvenez-vous de la zone. De mémoire, c'était de la zone des 110. La semaine dernière, vous reprenez la vidéo de la semaine dernière. Voilà, on disait quoi? Il n'y a rien qu'à changer. Zone des 110. Qu'est-ce qu'on a fait comme point bas? Le point bas, 110. Pile poil. Voilà. Reprenez la vidéo de la semaine dernière. Hein. Reprenez la vidéo de la semaine dernière et celle d'avant. Il n'y a rien qu'à changer. C'était noté, tout ça a été noté. Donc, encore une fois, c'est pas prédire, c'est juste que tout le monde a vu la même zone que moi, c'est tout, point à la ligne. Et vous comme moi d'ailleurs, vous avez certainement dû voir la même zone. Maintenant, le rebond a été fait, très bien. Bon, il y a un rebond de 24%, c'est pas rien quand même. Maintenant, est-ce que cette zone-là va tenir? J'en sais rien. Ça, c'est un autre sujet. Par contre, ce que je sais, c'est que l'investisseur, ici et ici, donc la zone ici en seconde est 64 à 75, c'est une zone qui va l'intéresser. Ok? NJ, notre petite NJ, qui a bien tenu, hein, qui a très bien tenu même, regardez, voilà, superbe. Donc évidemment, je suis très satisfait, parce que je vous avais dit que c'était le titre que je suivais de près pour cette année. Bon, je pense qu'avec des meilleures circonstances de marché, elle aurait encore mieux performé, mais enfin, il n'y a rien à dire sur NJ. Pour le moment, c'est extrêmement ferme et tout repli dans la zone rouge, hein, tout repli dans la zone des 16 à 16,70 € peut être pour moi une opportunité. Si on réintègre, on ira chercher le support oblique, mais bon, d'ici là, il y aura du boulot de fait. Donc il n'y a pas grand chose à dire pour NJ. Pour Publicis, donc très belle valeur également, hein, bien sûr, Publicis. Donc là, voilà, là par contre, je dois bien dire que là, on n'a pas touché les zones que j'attendais, que j'espérais, pas encore du moins. Voilà, puisque la zone que j'attendais était plutôt là. Si on était gourmand. Donc voilà. Pour le moment, on est revenu là faire effectivement dans la zone de friction ici. Attendez un chouïa plus bas. Donc on verra, c'est peut-être pas fini. Hein. On peut, encore une fois, on peut faire ça, et après toucher avant de repartir. Mais pour le moment, Publicis, elle n'a pas touché la zone que je voulais. Saint-Gobain, vous le savez, c'est une valeur que j'adore. Là non plus, voilà, on n'a pas touché. Voilà, on a rebondi. Alors là, pour le coup, on a rebondi un peu nulle part, pour moi. Hein. Elle a plus profité comme elle était en excès aussi, elle a plus profité du rebond général. Mais en réalité, on n'a pas forcément touché une grosse zone. La première grosse zone, hein, toujours, je ne vous montre pas forcément les autres, parce que pour moi, avant qu'on y arrive, il y aura du boulot. Mais première grosse zone, voilà, 58 à 62. Le grand... Pareil, on n'a pas touché, pour moi, sur le grand. Donc on disait, voilà, si ça casse, on risque d'aller là. Bon, on a cassé, mais on n'est pas venu toucher la première zone, qui serait peut-être par là. Je descends un petit peu, parce qu'on verra, selon la vitesse, hein, selon si on fait ça la semaine prochaine, ou si on fait ça la semaine prochaine, ce sera différent. Ou les semaines suivantes. Donc voilà, mais le grand, la première zone, elle est plutôt par là. Ok, donc pour le moment, il n'y a rien à faire. Trader, il y a beaucoup trop de volatilité, vous laissez tomber, bien entendu. L'Oréal, pareil, on n'a pas touché la zone que j'espérais. Elle a été plutôt résiliente, hein, l'Oréal d'ailleurs. Voilà, la zone que j'attends, vous le savez, depuis des mois et des mois, elle est là. Première zone. Donc 280, voilà, 300 €, grosso modo. Après, on verra, il y en a une deuxième par là, vers les 200, mais bon, d'ici là, nous verrons. Attention, pour moi, ça, c'est plutôt une figure de continuation, comme celle-ci. D'accord ? On peut avoir continuation, on peut avoir une nouvelle jambe baissière. Et c'est uniquement quand on commencera ici à bien construire que là on se dira c'est peut-être une figure de retournement pour aller chercher un rebond. Un rebond ou plus si affinité, un retournement de tendance. D'accord ? Donc pour moi L'Oréal, oui, elle a bien baissé. Oui, on a fait jusqu'à moins 30. Mais je pense qu'on peut éventuellement être encore un petit peu plus gourmand. Éventuellement. J'essaye de rien oublier. Hein. Normalement, j'ai pas mis de doublon et pour le moment, j'ai rien oublié. J'y vais tranquille parce que je vous dis, j'ai
avec toutes ces histoires d'ordinateur là, la tête encore un peu perturbée, mais j'essaye de le faire tranquillement. Vous voyez, je ne me presse pas. On y va tranquillou. Hermès, un peu de calme, ça fait pas de mal dans cette semaine-là. Hermès, donc, alors, elle a baissé, mais pour moi, elle est juste venue rebondir sur un. Voilà, il y a un petit support, je ne l'ai pas tracé, mais il y a un petit support là. Voilà, donc elle a fait le rebond, mais pour moi, c'est insuffisant. Les deux zones sont là pour les investisseurs, 1600, 1700. Et après, il y a une très grosse zone oblique long terme. Mais d'ici là, on verra. Donc, pas avant, quoi qu'il en soit, pour la première opportunité, sous les 1700 euros, pour moi, concernant Hermès. Et si l'or, bah, souvenez-vous, on avait dit, elle rebondira sur la zone de friction. Alors, vous le voyez mieux en journalier, c'est un journalier, voilà. En journalier, je vous avais tracé la zone en vert, voilà. Et donc, elle a rebondi pile sur la zone de friction, mais vous voyez, déjà, c'est déjà vendu à l'entrée de gap. Bon, voilà, il va y avoir là aussi, je pense, une large construction. Et si on a une nouvelle attaque baissière, on ira chercher le support oblique. Voilà. Donc, le support oblique qui est là, voilà, minimum, cette zone-là, avec la N200 qui monte, etc. Bon, on verra. Je vais ajuster. Bon, peut-être la zone ici aux alentours des 200. Pas avant. Pas avant. Souvenez-vous, hein, ce qu'on disait quand on était à 300 euros. Je vous disais, et si l'or n'y allait pas. Regardez derrière la correction. Carrefour qui a été malgré tout bien résiliente. Hein, malgré tout, bien résiliente cette semaine. D'ailleurs, elle est toujours en verte au moment où on se parle. Donc voilà, ça ressemble à une fin de structure quand même. Hein. Voilà, ça ressemble à une fin de structure tout ça. Donc attention, éventuellement, si on arrive à dépasser les 13,65, on peut avoir éventuellement un petit signal intéressant à trader. Hein. Ok. Voilà pour Carrefour. GTT, donc, eh bien, elle a rebondi sur un premier support, mais c'est pas celui que je voulais. Voilà, il y a le support ici oblique en pointillé, mais c'est pas celui que je voulais. Puisque pour moi, alors je vous disais attention, on est sur un biseau ascendant, etc. Pour moi, on fait un pullback et derrière, on peut avoir une nouvelle vague de baisse pour aller chercher l'oblique ici, la grande oblique de long terme pour les investisseurs. D'accord. Donc, je sais pas si on ira, hein, j'en sais rien, hein, mais pour moi, c'est cette oblique qui m'attend. Enfin, du moins qui m'attend, qui est intéressante à mon sens pour les investisseurs de long terme. On passe à Vinci, un titre que je sais vous apprécier, qui a baissé aussi, mais pour moi, on n'est pas revenu encore sur des zones d'opportunité long terme. Voilà, pour moi, rappelez-vous, on est dans un grand canal haussier. Je vous avais dit à chaque fois, là aussi, regardez l'analyse technique, à chaque fois qu'on revient à proximité du haut de ce canal, faites attention, vous avez des attaques baissières. Donc voilà, on en a eu encore. On est dans un biseau ascendant. Donc voilà, peu importe comment on le trace, c'est du détail ça. Est-ce qu'on le fait partir? Oh, j'ai fait des bêtises. Est-ce qu'on le fait partir non, je le trace très très mal. Je refais. Hop, dupliquer. Voilà, là on est plus propre. Donc est-ce que ce biseau, voilà, on le fait partir plutôt comme ça, peu importe, on s'en fiche, c'est du détail, mais en tout cas, pour moi, on n'est pas sur une grande zone d'opportunité. Donc plutôt sur le bas de canal, à proximité des ellipses, ici, en vert, pour les investisseurs. Interparfum, souvenez-vous de la semaine dernière, allez voir la vidéo de la semaine dernière, allez voir la zone qu'on avait identifiée et regardez à quel endroit nous avons fait le rebond. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard, la zone en vert, regardez. Et regardez ici le rebond qu'on a fait. Alors, ça paraît petit, mais c'est un rebond quand même de 18% pour Interparfum, c'est énorme. Maintenant, toute la difficulté, c'est que on vient, on fait le rebond, on fait le pullback dans l'ancien support cassé qui fait désormais résistance. Et maintenant, vous avez là aussi, comme un bon nombre de valeurs, eh bien, l'effet yo-yo, l'effet construction qui va certainement s'opérer. Pour les investisseurs, il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous avez une première zone qu'on avait définie aux alentours des 32, la deuxième zone elle est plus basse aux alentours des 18. Vous accumulez dans les zones, vous voyez d'autres zones, ça c'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est ça la réalité. Ok? Katana, pareil, semaine dernière, je vous avais dit, voilà la zone que j'attends, la première zone que j'attends, chaque fois je suis obligé de répéter pour faire gaffe, mais vous avez bien compris l'idée, première zone qu'on attend, c'est la zone, on l'avait définie ici en vert, regardez la zone vert, et voilà, dès qu'on l'a touché, derrière on a fait un gros rebond de 13%. Voilà. Bon, c'est une première zone d'accumulation, mais c'est pas la dernière.
Donc la zone, toujours pareil, des 3,61. Il y en a une deuxième sous les deux. Est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas, j'en sais rien. L'investisseur qui veut absolument acheter du katana parce qu'il est convaincu par la valeur, il va mettre une petite position ici, il va mettre une petite position là, point à la ligne. Le trader, lui, il va attendre la construction, il va attendre le signal d'achat, il va mettre un stop sous la construction et il va viser des ratios gain-risque. Voilà. Je vous renvoie encore une fois, pour ceux qui ont accéléré, je vous renvoie vers l'introduction hyper importante de cette vidéo sur les différents profils. Donc voilà pour Katana. Valeo, alors Valeo, oui, elle a rebondi, c'est vrai. Mais je suis pas hyper convaincu par Valeo. Parce que le rebond, déjà, il est extrêmement faible, on le voit quasiment pas. Et ce qui me gêne beaucoup, pour être honnête avec vous sur Valeo, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on est potentiellement attiré par, vous le voyez bien ici, on est potentiellement attiré par les plus bas historiques qui se situent entre les 2,50 et les 3,80. Donc, voilà, je pense que malheureusement, même si on peut avoir un départ de construction, de fin de structure, ça peut durer pendant un moment avant de venir éventuellement jouer des rebonds beaucoup plus long terme. Donc sur Valeo, des rebonds techniques, impressionnant, hein, on peut avoir 10, 20, 30% de rebonds techniques. Mais l'investisseur comme le trader, moyen terme, j'ai un léger doute. Voilà. Safran, donc vous le savez, c'est une des valeurs que je préfère, parce que c'est une des valeurs préférées de ma maman. Donc voilà, petit clin d'œil. Donc voilà, je suis obligé en fait du coup d'aimer Safran. Mais là aussi, nous avions des excès haussiers très importants. Et donc là aussi, oui, effectivement, on s'est replié, mais pour moi, nous évoluons toujours dans un canal. Voilà, haussier. Et oui, effectivement, on est venu là un petit peu, voilà, mince. On est venu effectivement jouer des rebonds sur des supports horizontaux. Je pense que c'est pas fini. Je pense que voilà, on peut avoir derrière une nouvelle attaque baissière, et ensuite éventuellement du mieux. Donc, investisseur, est-ce qu'on peut rebondir? Oui. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Oui. Est-ce qu'on peut faire un nouveau plus haut historique? Oui. Mais je trouve que ce n'est pas une opportunité sur ces niveaux-là. Encore une fois, je suis très à l'aise parce que c'est une de mes valeurs préférées. Valorec, pareil, super valeur. Alors elle est pratiquement revenue sur l'ancien support oblique. Donc elle a tout cassé par le bas. Hein, elle aussi, c'est quand même bien dommage. Voilà, il y avait une belle construction. Et elle n'a pas tenu le support ici des 16. On a fait derrière, pouf, la baisse. On est quasiment revenu. Quasiment revenu sur la zone. Pas tout à fait, mais quasiment. Voilà. Vraiment, si on avait voulu être très gourmand, c'est plutôt la zone des 13,20, alors qu'on a fait 13,55. Bon, voilà, je joue avec des centimes, mais c'est peut-être pas fini. Cette zone-là, par contre, pour les investisseurs, peut être hyper intéressante pour ceux qui veulent du Valorec et qui sont convaincus, hein, toujours pareil. Puisque là, voilà, on peut avoir effectivement une belle zone de support. Donc, à suivre de près, Valorec. Ça correspond aussi d'ailleurs à un très gros niveau, là, tout ça. Hein. D'accord. Donc, 12,70, 13,28. Et après, on verra. Alors, ça peut lâcher. Hein. Si ça lâche, pensez avoir un renfort. On verra pour la zone des 9-10, quoi. Je vous l'arrondirai, je vous l'affinerai très certainement un petit peu plus tard. Michelin, très résiliente aussi, mine de rien. Mais donc, malgré la baisse, moi, je trouve que voilà, on n'est pas encore sur les zones d'opportunité. Vous les avez, elles sont ici. Les zones d'opportunité. Je l'avais mis en hebdo ou pas? Ouais. Donc, zone d'opportunité, minimum sous 25 jusqu'à 22 et ensuite sous 16 jusqu'à 13,50. Voilà, minimum. Donc, on n'y est pas, hein, malgré la baisse. Malgré la très belle baisse de 26%, c'est pareil hein, pour Michelin. Pour moi, on n'y est pas. Téléperformance, qui tient vraiment, voilà, il tient sur deux doigts, sur un fil, qui a tenu, mine de rien, voilà, qui tient encore le support. Bon, voilà. Donc, un énième pullback ici, je reste en hebdo, un énième pullback ici sur l'ancienne résistance cassée, en noir, qui fait support. Donc, voilà, à suivre de près Téléperformance, éventuellement, si le rebond continue. On passe désormais à Dassault Systèmes, donc DSY.
Dassault Systèmes, donc en effet, bon là on est revenu là aussi hein, sur une grosse zone de support, il y a eu un gros rebond aussi, mais voilà, pour le moment on a de la vente, donc attention, mais voilà, investisseurs, oui la zone des 31, même si Dassault Systèmes c'est pas cadeau quand même en termes de valo, bref je vous laisse aller voir après, chacun fera son avis, et vous avez une deuxième zone, toujours la même, je vais pas bouger, sous les 22 jusqu'à 20 euros, quelque chose comme ça. Wavestone, donc là, c'est pareil. Wavestone, donc la zone voilà, qu'on attendait, elle était en vert. On a généré un très beau rebond également. Mais voilà, est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. Est-ce que c'est une première zone pour acheter du Wavestone si on est convaincu de la valeur fondamentalement? La réponse est plutôt oui. Mais la deuxième zone, voilà, n'oubliez pas de garder du cash parce que si les marchés lâchent, vous aurez une nouvelle jambe baissière pour aller chercher l'oblique ici. Donc, voilà un petit peu pour Wavestone. Amundi, donc belle valeur également, mais Amundi pour moi c'était un range de très long terme. Voilà, on la voit mieux comme ça. Donc je suis sur un graphe, donc je vais vous la mettre en mensuel. Voilà, un graphe mensuel c'est encore plus parlant. Donc vous voyez, Amundi c'est très simple. Dans la zone des au-dessus des 70 jusqu'à 75 voire 80, c'est une zone de vente à long terme. En revanche, sous les 48, voire même sous les 45, là en revanche c'est une première zone intéressante. Donc soyez patient, je ne sais pas si on va y aller, encore une fois je n'ai pas la capacité de deviner quoi que ce soit, mais en revanche si on revient dans cette zone, ça peut être une première belle opportunité. Après on verra pour aller chercher les plus bas historiques là, mais bon il y aura du boulot d'ici là. Déjà si on arrive sur cette première zone, je pense qu'il y a un paquet qui seront contents. Bolloré, très résiliente, Bolloré, donc elle a baissé oui évidemment, mais voilà, je trouve très raisonnable. On n'est même pas venu toucher ma première zone là pour le coup. Donc pas avant, pas avant les 4 euros et éventuellement un peu plus bas aux alentours et à proximité de l'oblique haussière. Donc pour le moment, on ne bouge pas. Nexity, j'ai l'impression qu'on y va, hein, les amis, hein, Nexity. Hein. J'ai l'impression qu'on y va, les amis, Nexity. Je vous le mets en hebdo, ça fait très longtemps que je vous parle des plus bas de 2008. On est sorti de l'oblique, on avait tradé, souvenez-vous, hein, Nexity, etc. Bon, très bien. Et puis, ça casse par le bas. Donc, attention, si on a une nouvelle jambe baissière sur les marchés, Nexity ira, voilà, on avait évoqué l'hypothèse déjà il y a de nombreux mois, ira toucher très certainement les plus bas de 2008. Donc, patience encore. Vous voyez, ce qui me, en fait, pour répondre hein, beaucoup à est-ce que ça vaut le coup sur ces niveaux-là d'acheter ou de vendre, ben, la réponse, c'est les deux. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'on a fait une belle jambe baissière qui a donné lieu à des opportunités de long terme. Mais je vois aussi qu'il y a de la place sur beaucoup de valeurs pour aller plus bas. Donc, vous voyez, mon raisonnement, il est là, c'est investisseur long terme, il y a des zones qui ont été touchées, il faut y aller, du moins pour celles qui ont été touchées sur les belles valeurs. Mais gardez à l'esprit, à l'idée qu'on peut avoir aussi une nouvelle jambe baissière. On passe aux US avec Google. Voilà, Google, c'est comme beaucoup d'actions. Donc, elle est venue, voilà, là aussi, elle est revenue toucher les sommets, tout ça. Bon, très bien. Mais c'est un deuxième retour. C'est un deuxième retour. Ça génère du rebond, etc. Mais moi, ça me. Voilà. À voir. Et on peut avoir une continuité du rebond. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voilà, avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois de rebond avant d'avoir une nouvelle attaque. Ok. Donc là aussi, voilà, c'est pas parce que lundi matin, peut-être les marchés repartiront et qu'on aura une semaine magnifique, etc., que tout sera résolu tout de suite. D'accord. Ne pas omettre que le marché voilà, digère et parfois il faut du temps. Novo, moi. Toujours pareil, j'ai ma première position que j'ai payée à 73, je vous l'ai annoncé. La deuxième n'a pas été encore payée, j'attends les 52, alors on verra si je peux gratter 2-3 dollars. Mais voilà, c'est une petite ligne pour moi parce que tout ce qui est biotech, tout ça, je ne suis pas fan. C'est une petite ligne, mais malgré tout, c'est une ligne de mon portefeuille long terme. Voilà, je vous partage, hein, moi je vous partage tout, hein, je vous partage quand ça marche pas, strictement rien à faire. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens également qui regardent ces vidéos, parce que vous savez que je dis strictement la vérité. Quand ça gagne, ça gagne. Quand ça gagne pas, ça gagne pas. Là, le swing, depuis 15 jours, il n'y en a pas eu un, donc je peux pas. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup partagé de plans, là où j'en partage beaucoup d'habitude sur les réseaux. Là, j'en ai pas partagé parce que il y avait rien. Voilà. Par contre, je vous partage beaucoup dans les vidéos des opportunités long terme parce qu'il y a des premières zones qui ont été touchées.
Bon, Rivian, c'est pas si mal que ça. Mais tout reste à faire. Voilà. Donc c'est un biseau descendant. On l'avait étudié il y a de ça quelques mois. Donc effectivement, on a cassé. Effectivement, on a là la congestion. Mais il faut valider la cassure de tout ça. Donc déjà, arriver à dépasser les 13,65 $. Puis éventuellement les 14,50 $. Donc en fait, finalement, arriver à breaker. Et là, on aura peut-être véritablement un début de quelque chose. Ça ressemble, oui, à un effet de structure. Mais encore faut-il que les marchés tiennent. Parce que j'imagine que si le S&P 500 perd encore 10%, votre Rivian, eh bien, malheureusement, il ne tiendra certainement pas. Visa, pour moi, c'est pas une opportunité. Visa, voilà. Donc oui, encore une fois, on peut faire des rebonds, on peut même aller chercher un nouveau plus haut historique. Mais pour moi, on n'y est pas. Et en termes de ratio gain-risque, voilà, pas avant les 256, 255 $, voire un petit peu plus bas. Donc je bouge pas. Apple, on a touché la première zone. Donc moi, j'en ai pas. Je vous ai proposé la zone, mais voilà. Alors du coup, je pensais que ça irait plus lentement. Vous avez dit le support oblique. Bon, j'avais dit là parce que je pensais que le rebond serait un petit peu plus grand. Il n'y en a pas eu, mais le support oblique, bah, du coup, hop, c'est bien parce que ça a mêlé un petit peu pratiquement les deux zones. Donc là, du coup, au lieu d'avoir 3 zones, vous en avez plus que 2. Donc celle-là, si vous avez payé, là, par exemple, la zone des 179, ne renforcez pas tout de suite au 164. Vous n'avez pas assez d'écart. Donc voilà, vous gardez du coup le reste du cash, vous le gardez, si vous êtes intéressé par Apple, vous le gardez pour accumuler plutôt si on va vraiment plus bas, c'est-à-dire si on va tester cette zone-là. D'accord? La zone des 114 à 127. Donc n'accumulez pas trop vite. Surtout, ça c'est très important. Adobe, première zone aussi, touchée. Voilà. Voilà, première zone, elle est là. On l'avait indiqué, 335. Voilà, elle est là, première zone. Deuxième zone, alors elle est très large. Donc il faudra peut-être accumuler à plusieurs fois à l'intérieur même de cette zone. Et c'est entre les 278 et les 203 $. Et enfin, Nvidia, pour les US, avant de passer au titre à suivre. Nvidia, donc, voilà. Donc nous, on est passé à l'achat sur Nvidia. Moi, à titre perso, je suis passé moins cher que le prix parce que j'ai acheté en pré-market. C'est la zone, vous le savez. Nvidia, ça fait des mois et des mois et des mois que je vous dis. Pour l'investisseur long terme, on attend à minima en première zone le bas de canal. On l'a eu. Derrière, il y a eu un rebond fantastique. C'est 30% de rebond. Voilà. Est-ce que cette zone-là va tenir? J'en sais strictement rien. Mais ce que je sais, c'est que cette zone-là, pour du moyen long terme, si on croit à Nvidia et en tout le reste, oui, ce sera une première zone. Est-ce qu'on peut, malgré tout, dessiner une épaule, tête et épaule pour aller chercher ce niveau-là? La réponse est oui également, mais dans ce cas-là, on accumulera aussi en espérant que la tendance de long terme continuera à être haussière et du coup, on aura potentiellement accumulé, si on veut avoir une Nvidia en portefeuille, on aura potentiellement accumulé un petit peu ici, un petit peu là. On aura donc un prix aux alentours des 60 $. Et 60 $ pour du Nvidia, en sachant que le plus haut historique est à 152 ou 153, ce ne sera pas si mal que ça. Voilà ma vision des choses. Le titre à suivre, Bon Duel. Donc Bon Duel, hein, en effet, voilà. Très belle résilience, très content, belle résilience. Biseau descendant, on est en hebdo, biseau descendant, cassure, pullback, et là on est en train d'essayer de redémarrer. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est décorrélé un petit peu. Donc voilà, il y a une grosse zone de résistance, il y aura peut-être quelque chose à tenter en cas de dépassement donc des 8 €, 8 €, 0,4, 0,5. Bon, à vous de voir. Je passe donc maintenant au screener Trend Following. Alors, le screener Trend Following, bon, voilà, il est ce qu'il est, alors évidemment. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, malgré tout, vous voyez, hein, il y a beaucoup de vert, malgré les difficultés des marchés, parce qu'encore une fois, ces valeurs-là ont tendance à mieux résister. Donc voilà, je vous laisse faire un screenshot et je vous laisse aller voir directement dans les détails. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, désolé si je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de rendu. J'espère que ce sera à peu près quali. J'espère que je vais pouvoir récupérer mon ordi, que le docteur l'a réanimé. En tout cas, merci pour vos soutiens, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve, je l'espère et avec joie, la semaine prochaine. A plus, bon week-end, prenez soin de vous et prenez soin bien sûr de vos proches. Ciao, ciao.